Afrique de l'Ouest, XXIe siècle. Depuis quelques années, un phénomène prend de l'ampleur sur l'écran radar de plusieurs communautés et organismes de la région. Divers acteurs, publics et privés, acquièrent à un rythme exponentiel de grandes quantités de terres agricoles, des centaines, voire milliers d'hectares de terres. Ils y implantent principalement de grandes exploitations agro-industrielles pour alimenter une demande croissante de nourriture et biocarburants. Mais certains y voient aussi une occasion d'exploration minière à bas coût foncier. Une coalition d'agriculteurs, ONG et chercheurs canadiens et africains décide de se pencher sur ces enjeux pour délimiter l'ampleur de ces acquisitions massives de terres agricoles. Leur principal objectif est d'évaluer les impacts de ces acquisitions sur les populations locales, principalement sur l'agriculture familiale, moteur majeur de la sécurité alimentaire ouest-africaine. Une étude d'inventaire est réalisée dans les 9 pays dont sont issus les membres de la coalition. La Banque mondiale, interpellée sur le phénomène, invoque une situation de gagnant-gagnant, où les populations bénéficient des investissements, création d'emplois et transferts technologiques des acquéreurs, qui en échange jouissent d'avantageuses conditions économiques. Toutefois, peu de données confirment ou infirment cet idéal scénario. Il devient alors urgent d'étudier plus avant ce phénomène et ses impacts. Une seconde phase est lancée, et 3 cas d'études sont étudiés plus en profondeur. La mine de Hiré et la palmeraie d'Aboisseau en Côte d'Ivoire, et la rizière de Bafata en Guinée-Bissau. La fièvre verte des acquisitions appelle cette question: à qui la terre? Abidjan, Côte d'Ivoire. Grande métropole d'Afrique de l'Ouest, la ville est le symbole de l'essor économique du pays, qualifié parfois de miracle économique. Le développement de l'agriculture d'exportation du café-cacao, héritage du colonialisme, encouragé par les gouvernements successifs, est encore aujourd'hui un des moteurs de l'économie. Dans cette logique, les différents pouvoirs politiques ont soutenu les migrants venus de la sous-région à s'établir dans le sud du pays, une zone tropicale riche pour l'agriculture. Des tensions et des accords fonciers émergent alors entre des communautés dites autochtones et les immigrants appelés allochtones. Les acquisitions massives de terres ont eu un fort retentissement dans ces tissus sociaux complexes. Nous partons à Boisseau, à l'est d'Abidjan. La région est un moteur de l'agriculture ivoirienne car elle compte de nombreuses exploitations familiales mêlant palmiers à huile et cultures vivrières, selon la méthode dite de culture mixte. L'arrivée de Dekel Oil, une entreprise israélienne ayant implanté un projet de monoculture et de transformation du palmier à huile, agit comme un révélateur des tensions préexistantes entre autochtones et allochtones. Elle alimente aussi un abandon des cultures mixtes en faveur de celles uniquement destinées à l'exportation. Comme l'explique Arsène du village de Dibi, la saturation foncière antérieure à l'acquisition provoquait déjà des mutations dans le système foncier traditionnel. Nos populations sont beaucoup hospitalières. Donc à l'origine, vous avez nos parents qui ont accueilli les allogènes et qui leur ont fait de la place pour pouvoir manger. Et il y a des générations qui se sont succédées sur ces terres-là que nos parents ont donné à ces allogènes-là qu'ils ont accueillis. Et donc, des générations qui sont arrivées après n'ont pas la genèse de la cession de cette terre-là. Et comme ils sont restés dessus plusieurs années, ils deviennent de façon naturelle les propriétaires. Et aujourd'hui, avec la population qui croît, les demandes en terre qui sont de plus en plus fortes, les gens sont retournés aux sources pour dire, bon, écoutez, cette terre-là, nos parents ne vous l'ont pas vendue, ils vous l'ont donnée juste pour pouvoir manger. Mais eux, ils sont dessus, ça fait plusieurs années. Ils reconnaissent cela comme un droit naturel. Et ils commencent à avoir des problèmes. Aujourd'hui, les frontières sont tellement imbriquées. Dans le temps, comme il n'y avait pas de problème de mise en valeur, ça ne posait pas de problème. Mais aujourd'hui que ces terres peuvent être valorisées, alors chacun veut repousser la frontière voilà, un peu plus loin. Ce processus de reprise des terres par les Autochtones s'est accru depuis l'arrivée de l'entreprise, comme en témoigne Célestine Boulagny Dei, une allochtone expulsée des terres que sa famille exploitait. Nos terres, c'était dans nos mains. On a planté nos nourritures dessus, il y a manioc, tout. Ils ont battu tout, ils ont coupé tout notre aliment, manioc. Il y avait cola, tout ça, ils ont coupé tout. Rosalie, elle a souba. C'est une femme agnée. C'est elle qui a vendu à Deke. Elle dit que c'est pour ses arrière-pères. C'est pour ses grands-parents. Et nous, nos grands-parents,
Quand ils étaient nés là, nous on n'était pas nés. Mais il y a les papiers de nos terres. Quand vous voyez la configuration de la plateforme qui était là, la chefferie qui est à un côté avec les villageois, les FRC qui sont d'un côté et les allogènes qui sont d'un côté, tu vois déjà la division. Et ça a failli tourner au drame parce qu'il y a un notable même qui a été pris, qui a été molesté par les allogènes. Ils étaient venus avec des gourdins et tout cela. Et suite à cela même, je crois qu'il y a 2 chars de l'OMUCI qui sont venus ici pour voir qu'est-ce qui se passait et tout. Ils ont fait quelques enquêtes et puis ils sont retournés. Donc, on est rentré dans une phase insidieuse parce que les gens se sont constitués pour détruire les plantations, chose de nickel oil. Au-delà des divisions communautaires, les femmes de la région, pourvoyeuses de la nourriture familiale, sont particulièrement touchées. N'étant souvent pas propriétaires de leurs terres, elles voient leur productivité chuter. Mais qu'est-ce que vous faites pour manger alors? C'est majeur qu'on fait là, mais maintenant on n'a pas de tirer des frais maintenant. Pourquoi il y a tout fait? Quand on fait la atteignon, toujours on fait dedans, toujours on fait dedans. Maintenant ça donne plus. Les terres sont fatiguées. Nickel Oil interdit aux populations de cultiver du vivrier sur les champs avec qui elle a signé un contrat. N'étant plus capables de produire comme avant, les femmes dépendent alors de plus en plus de leur mari pour assurer la subsistance de la famille. Patron ah ne atambro amena fale le nyana de si ça amena jouer en tant que nous les gars. Aujourd'hui, quand vous allez au marché, c'est-à-dire qu'on n'a même pas attendu même que les choses se produisent, les palmiers là, qui ont pratiquement 2 ans, pour constater les dérives sur le terrain. Le manioc qui manque, la dernière fois je te l'ai dit. La banane là, ce n'est même pas la peine, on n'en trouve plus. Alors, quand vous conjuguez ces effets-là avec la ruée vers les VA et tout ceci, cela, c'est vraiment une bombe. C'est vraiment une bombe. Un contrat ne se résume pas seulement au volume d'argent qu'on va engranger. Mais quels sont... mais si tu as de l'argent que tu n'as pas à manger, le papier, ça ne se mange pas. À 200 km au nord-ouest d'Abidjan se trouve la vallée du Iré-Ouata, autre théâtre d'une acquisition massive de terres. Une mine d'or s'y installe en 2007 sur 847 hectares abritant auparavant de prospères champs de café et de cacao, en plus de 2 villages, Bonikro et Bandamankro, dont les habitants ont été contraints à un déplacement à seulement quelques centaines de mètres des clôtures du site. Au-delà, on ne peut apercevoir que l'usine et les montagnes de débris de minerais, cachant les fosses d'extraction au cœur de la mine. Le processus d'implantation de la mine commence en 1998, lorsqu'une entreprise nommée Equigold explore la zone sur toute la surface de la sous-préfecture, avant de se faire racheter par LGL, qui est elle-même absorbée dans une fusion avec l'australienne Newcrest. Le choix du site de Bonikro ayant été arrêté, l'exploitation commence en 2008. Sur papier, la mine considère avoir consulté et négocié d'égal à égal avec les communautés locales la cession de leurs terres. Les habitants des villages entourant la mine ont une autre version à offrir. Beaucoup de choses nous ont été cachées. Beaucoup de choses. Parce que, vous savez, tout début n'est pas facile. Hein. Nous, on ne savait pas, on ne connaissait pas une mine, on ne connaissait rien dans la mine. Donc, tout ce qu'on écrivait, tout ce qu'on disait n'était pas écrit. Nous, on n'écrivait pas, on ne prenait pas note. Et c'était seulement eux qui prenaient note. On ne savait pas que vraiment, on allait rester comme ça. Par les dits de M. Mian, on allait tous être satisfaits. On allait avoir beaucoup de choses. Bon, on allait nous donner tout ce qu'on n'avait plus. Parce qu'on avait de la banane, des lignames, taro, beaucoup de choses. Donc après la destruction, ils allaient nous donner du riz pour qu'on puisse remplacer ce qu'on a perdu. Ça n'a pas été fait. Donc vous êtes déçu? Déçu, très.
ces attentes-là ont été comblées. Vous êtes satisfait de ces attentes-là? Donc rien. Rien? Vous n'êtes pas satisfait? On n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été, les promesses qui ont été faites n'ont pas été accomplies. C'était quoi les promesses? Les promesses, c'était que tous les jeunes allaient travailler. Les jeunes n'allaient même pas suffire du travail. Les jeunes n'allaient même pas suffire. Que tu sois lettré ou pas, tu devais travailler à la mine. Tout comme à Aboisseau, les femmes sont particulièrement touchées par les impacts de l'acquisition. N'étant souvent pas propriétaires, elles n'ont reçu aucune compensation lors de l'acquisition. Il y a cacao. Sur les deux parties, il y a cacaoyer. Et puis j'ai fait du lignam. J'ai fait aussi manioc. Avant que la mine arrive, la production était bonne. Mais depuis la mine est arrivée, maintenant, rien ne réussit. Ça ne pleut pas. On a fait but là, ça fait 6 mois. Il n'y a pas plu ici, c'est pas hier. Elles disent qu'avant que la mine n'arrive, elles avaient suffisamment à manger. Et puis elles arrivaient à vendre aussi ce qu'elles produisaient. Mais depuis la mine arrivée, on est obligé d'aller acheter de quoi manger au marché. Même les gombos, aubergines, tout ça. Dans les services communautaires, c'est avec eux que nous discutons. Et ces services, comment vous les trouvez? Bon, en tout cas, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça parce qu'il n'y a pas l'entente. On trouve que ce qu'on leur dit, c'est pas ce qu'ils s'en vont dire au plan. Tout dernièrement, même, il y a eu des affrontements. Nous, ici, ils ont fait venir les FSI qui sont venus même tirer sur nous, tirer sur des humains. C'était à quelle date? Bon, c'était dans le mois de mars, on dirait. Mars de cette année? Oui, oui. Les activités de la mine touchent aussi les cultures agricoles et l'environnement de la région. Les résidus d'eau cyanurée utilisés pour l'extraction de l'or sont stockés dans un lac à ciel ouvert, en violation du Code international du cyanure, un cadre de réglementation auquel Newcrest a volontairement adhéré, mais que la mine n'a toujours pas implanté sur le terrain. Diverses études font état de possibles effets environnementaux négatifs dus à l'évaporation dans l'air de cyanure d'hydrogène, un gaz toxique. Un tel gaz n'a pas encore été formellement identifié à Iré, mais de lourds impacts sur les cultures aux abords de la mine suscitent l'inquiétude et la colère. On a nos plantations qui sont tout juste à côté de la mine. Les pieds de cacao là sont arrêtés là-bas, ça veut dire qu'il n'y a plus de cacao, c'est comme des fleurs. C'est comme vous plantez un bois pour embellir votre cou, c'est comme ça les pieds de cacao sont arrêtés là-bas. L'igname, les feuilles sortent, mais il n'y a plus de tubercules en bas. Vous voyez ce que ça crée? Il n'y a plus rien là-bas. Souvent, on partait prendre les plantes là pour des feuilles, les feuilles là pour plantes médicinales. On peut plus utiliser ça. Vraiment, on ne sait pas à quel degré c'est pollué. Le coin est devenu invivable. Invivable. Il y a des Babouais qui sont là-bas, des parents qui sont là-bas. Pour leur déguerpissement, ils ont eu assez d'argent. Mais quand tu n'es pas été averti d'une chose et tu tombes sur le coup, ils ont 100 millions, 50 millions. Ça peut changer la vie d'une personne, mais tu n'as jamais eu ça. C'est qu'ils ont pris des mesures pour enterrer les gens qui sont là-bas. Ça, c'est compréhensible. Sinon, le reste, là, laissez ça. Newcrest communique fortement sur le fait que plusieurs investissements ont été réalisés, comme le dispensaire de Bonicro, construit il y a quelques années et qui doit en principe abriter matériel et personnel médical. Sur recommandation de la population, nous avons été constatés par nous-mêmes. Comme je disais aux enfants, on va aller se faire soigner au dispensaire. Parce qu'apparemment la mine dit que là, ils ont fait une infirmerie. Donc on va voir. Non. Je suis passé. C'est dur d'être en bonne santé.
Guinée-Bissau, un petit pays d'Afrique de l'Ouest doté d'une riche biodiversité et d'un fort potentiel agricole. Dans l'est du pays prolifèrent des bas-fonds très propices à la culture du riz. Ces terres suscitent l'intérêt d'agro-industriels étrangers en quête de nouveaux espaces. Le cas de l'entreprise espagnole Agrogeba est parlant. Agrogeba s'est installé dans le village de Sarejay, près de la ville de Bafata, pour y développer la riziculture à une échelle industrielle depuis 2010, promettant travail et productivité agricole aux communautés locales. Ces dernières ne sont pas vraiment satisfaites du processus et des résultats. Ici, la culture de riz est une tradition qui se perpétue depuis plusieurs générations. Mais quand le village de Sarejay voit ses terres acquises par Agrogeba, c'est la précieuse céréale assurant la sécurité alimentaire de la communauté qui vient à manquer, modifiant ainsi l'équilibre et le tissu social de toute la communauté. Lorsque notre équipe arrive à Bafata, Romé Ponce Genoves, directeur d'Agrogeba, expose le processus d'implantation de l'entreprise dans la zone, tandis que les autres acteurs régionaux nous racontent leur version des faits. Nos llegué aquí en marzo de 2010, hacíamos un estudio de ese proyecto, que era para 2.000 hectàreas, para hacer arroz para aquí a Guinea. Falávamos con la gente del governo, que ficava en Tom, aproven el projecte, i a nos ficar, tirar el projecte pel frente, fer totes les compres de màquines en Espanya, i en março llega aquí i desembarca tota la maquinària i fica en la zona de Bafata, però les bolanyes eren més grandes que otras zonas. La gente del Ministerio de Agricultura mostra otras bolanyes a otras regions, ven bolanyes más pequeñinas, dispersas, más dificultad, y entonces ficó todo el proyecto aquí a la zona de Bafata. Je ne dis pas l'appropriation, parce que appropriation, quand on parle d'appropriation, c'est une chose presque à force. Je défie tout le monde et je prends la terre. Mais les gens, les terres qui sont utilisées, etc., c'est des institutions, c'est l'État qui les donne. Pour moi, il n'y a pas tellement de grande expression par rapport à d'autres pays. Ils ont négocié avec le gouvernement une surface de 5 000 hectares. Ça, je suis ça. Bon, mais moi, nos villages seulement ne peuvent pas avoir 5 000 hectares. Vraiment, on est inquiet de telle sorte que nous ne savons pas combien d'années ils ont négocié avec le gouvernement local ici, à Bafata, qui a négocié avec eux nos terres. La terre nous appartient. Parce que c'est là que nous vivons, c'est là que nous connaissons, c'est là que nous faisons tous ce que nous avons. Sans pouvoir traditionnel local, vous ne pouvez pas faire un bon gouvernement. Parce qu'arrivant ici, tout simplement, l'entreprise Agrogeba et les autres entreprises qui sont là, presque, ils ont tout simplement respect avec le gouvernement, sans la communauté. Il n'y a pas de respect entre eux et la communauté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une négociation entre eux. Il n'y a pas une transparence entre eux. Selon M. Genoves, Agrogeba promettait des emplois et des programmes de développement pour la région. Le roi de Bafata déplore toutefois qu'aucune des promesses n'ont été tenues. Nos facíamos, a part del treball de la pròpia empresa, temes d'agricultura, dábamos apoyo a otros investimentos que se facían aquí en la región de Bafata, arranjar algunas estradas, cualquier traballo, como ficava máquinas para fazer esses trabalhos, no es que tenía ningún problema para acontecer una ajuda de forma gratuita y un apoyo que la empresa daba a la gente en la región de aquí a Bafata. Ils nous avaient promis, soi-disant, qu'ils allaient nous aider. Ils allaient nous aider de construire à l'école, donner de l'eau potable pour les gens, et plus encore, de donner encore des hôpitaux pour la communauté. Et plus encore, ils disent qu'ils vont ouvrir des boutiques pour vendre du riz à moins cher, pour le bénéfice de la communauté. Mais avec tout ce qu'ils ont promis, jusqu'à présent, rien n'est fait. Selon Aliou Njai, employé par l'entreprise, Agrogeba ne l'a pas payé autant que promis initialement
et pratiquent un double standard en ce qui concerne les conditions de travail, les locaux n'ayant pas les mêmes équipements de sécurité que les techniciens espagnols. Mon logo, le papier quel, il faut 5 €. Donc comme ça quel no comme ça travail. E bay outro ta pagando 75. Bay, primeiro é pagando de fato 75. E reduzi mat. Bay é pagando 53.000. Bay, 53 é pagando aquele. Torna mat. Bay cada dia 12.000. Aqui 12.000 dan. Isso molo terna o kutula bu cabeça o bu molo tirao o bu doente lá que tudo de tino de Deus. O kata pedi para bu cabeça para bu doente kau kuna trabalhar não é como lupa é falar como cara dando lupa cuma não se prende cara dando lupa isso na produto é coisa uma jaga se coisa produto para avião kata se tá double do nem mais que kata da em kata tu fala ele tem tá falando na away prep anda prep que é pegador pegador é como depois mais primeiro é mochila que está carregando aqui de 12 litros que não está bom para não está bem aquele que não está nem mais que está ou para double litro tem como por dividir tem para por alimento por sandi por tu maneira que entra na curva mas que está certo está falando com nós prep Qualquer trabalho que se está a realizar com o avião, a gente anda com o equipamento, máscaras, todo o conjunto, luvas, galosas. Da minha parte não há nenhum problema, me dá o material, a gente que fica no trabalho especificado aos tratamentos do arroz, todos vão com a sua vestimenta. Se um gajo nega isso, fala mentira, não é verdade. Les villageois se plaignent du manque de respect de l'entreprise. Salamine Jai fait part de ce qu'il considère comme un exemple de cette attitude. Bom, ele labora lá ano só, de segundo. Eu já como é capo de cabala, é bem viola, é camba, no daqui nota bancata laboratório. Desde que é camba, não papel, não que dele, é assim que é de trabalho. No daqui é mostrado lá que é de cabala. Depois, suma no daqui do que também mostrado, do que dano ba certeza como ainda vai de cão baka cada entra lá baka cada dano se arul é cada ba pirindi no baka é cada mata no baka espanhol agora desde que é como a elaboração mesmo que ano que é como a fugia no baka para bata mata se é mata é bem para mata tudo baka que chega lá é da panhal se é panha baka cada baka 40.000 que é da cobrado. Cada vaca 40.000, si è pagna 10, cada vaca è 40.000 qui doit paga. Privés du fertile bas-fond où ils cultivaient avant l'arrivée d'Agrogéba, certains villageois se sont mis à défricher la forêt environnante pour labourer de nouvelles parcelles. N'ayant pas eu accès à une telle opportunité, les femmes se sont déplacées sur le plateau en amont du bas-fond, plus aride et dur à cultiver. Les piliers de la sécurité alimentaire que sont ces femmes sont maintenant de plus en plus vacillants. Ay hunde nafaani men ta wonamo ne men keɓi e dow agriseba ɓiɓɓe amen e liggo agriseba lebbi 5 yoɓaka goni 15 neɗɗo be yoɓaka ɗum ɓe jahi ɓe dondoyima liggoroɓe woɓɓe bafara ɓe gaddi ɓe joɓa ɗumen e dow lewol ngol men keɓiranno min burna ɗon ɓiɓɓe amen neɗɗo be sakuji 22 ko ngol lewol ɓe ɓangi ɓe jatti men ɗum men han agriseba iwa ɗo min jahiɗo duuki minen gassa mo bombi men ɗum ko ɓe bombara he dow ko ɓe bombi men baali he leydi he andu ko addi on ɗo ko garlarde liggi amen ɓe wono min liggota ga ko feere ala addi min ɗo min tampi ceeɗuɗo jola ayi maaro ko waɗaki minen paala e dow muɗum ballon min minen ko lewol min gandi faro min liggo. Marginalisation de l'agriculture familiale, baisse des revenus, problème d'accès à une eau et un environnement salubre. Voici le bilan des impacts recensés jusqu'ici. Contrairement aux promesses des promoteurs, rien ne démontre que les investissements favorisent création d'emplois et croissance économique. Les communautés paysannes affectées par ces acquisitions ne sont tout simplement pas consultées
ou même parfois informées. Certaines d'entre elles se sont organisées en réponse à ces impacts et au futur développement envisagé par les investisseurs. L'Union des villages de la mine d'or de Hiré, Luvimori, effectue du plaidoyer pour défendre leurs droits et modes de vie. Et les Balante de Guinée-Bissau ont refusé qu'Agrojeba s'installe sur leurs terres. Ce phénomène d'acquisition massive de terres semble s'ancrer de plus en plus fortement en Afrique de l'Ouest à travers le monde. Dès lors se posent des questions qui méritent réflexion des populations locales jusqu'à la communauté internationale. Des observatoires citoyens et communautaires permettraient-ils de mieux faire valoir les intérêts de la population ? Faut-il que les États décrètent un moratoire et mènent un audit national sur les acquisitions massives de terres ? Une réorientation des investissements agricoles en vue de soutenir l'agriculture familiale permettrait-elle l'atteinte d'une véritable souveraineté alimentaire ? À qui la terre ? Certains répondent « à nous la terre ». Mais une autre question apparaît alors. Qui est ce nous ?